Voilà, donc vous venez de voir l'impossible Monsieur Bébé, Bringing Up Baby. On peut déjà tout de suite faire un sort à ce titre et à ce bébé du titre. Bien sûr, Baby, donc vous avez découvert que c'était le nom du léopard, mais il me semble que le schéma du scénario est suffisamment, j'allais dire, sommaire pour qu'on s'aperçoive très vite que le bébé, c'est bien sûr Cary Grant aussi, le personnage de David dans le film. Puisque, alors je dis sommaire, parce que c'est vrai que c'est un film qui est tiré d'une nouvelle, c'est pas du tout ce qui intéresse Hawks comment dire, de nuancer, de faire un récit très riche, très complexe, etc. C'est vraiment une comédie romantique, à savoir l'enjeu, c'est comment est-ce que ces deux-là, qui sont un alliage a priori impossible et exaspérant, en fait, mutuellement exaspérant, vont finir ensemble. Et finalement, on n'a pas besoin d'un récit si complexe que ça. Et donc, que raconte quand même le film, comme beaucoup de films, c'est-à-dire c'est quand même une forme d'initiation amoureuse du personnage masculin. Hein. Bon, les films sont quand même souvent centrés sur les personnages masculins, mais chez Hawks, c'est plus compliqué que ça, heureusement. Et donc, il me semble que très, très clairement, enfin de manière assez transparente, le bébé du titre, c'est ce geek, ce qu'on appellerait aujourd'hui un geek, cette espèce de savant qui, d'ailleurs, je crois que c'est Cary Grant qui a improvisé la pose du penseur de Rodin sur lequel le film s'ouvre. Il est comme ça sur son échafaudage, perdu dans ses pensées et pas du tout ancré dans le sol. C'est le cas de le dire, et le film reprend en rime à la fin ce côté dans les hautes sphères. Et évidemment, qu'est-ce qui lui manque à son puzzle d'os de brontosaure? Alors là, on rentre dans les sous-entendus, à mon avis, sexuels tout à fait avoués aussi du film, puisqu'il il manque un os, il lui manque un os à son brontosaure. En anglais, ça se dit un os, ça se dit bone. On l'entend plusieurs fois dans le film, et boner veut dire érection. Donc voilà, je vous livre ce fait linguistique qui fait que c'est aussi une initiation de ce point de vue-là, puisque ce savant n'est pas du tout a priori quelqu'un pour qui le rapport érotique, la séduction veulent dire quelque chose. Certes, il se marie le lendemain, mais il se marie avec son homologue féminin, à savoir une jeune femme également à lunettes et encore plus axée sur le travail que lui. C'est important cette idée que le film commence sur un lieu de travail, même s'il est un peu bizarre, parce que le professionnalisme chez Howard Hawks, si vous avez vu d'autres de ses films, c'est quelque chose qu'il prend lui-même très au sérieux. Je vous disais qu'il était, quand il fait quelque chose lui-même dans sa vie, Howard Hawks, il va au fond, il va au bout, et donc il aime les voitures, il va devenir véritablement très doué en mécanique et pilote automobile, et il va former des aviateurs pendant la Première Guerre mondiale, etc. Donc voilà, il y a vraiment un sens du professionnalisme et de la camaraderie masculine qui va avec. Si vous n'avez pas vu Seuls les anges ont des ailes, c'est extraordinaire. C'est l'un des plus grands Hawks, à mon avis, également avec Cary Grant, dans un rôle très différent. Mais donc voilà, Howard Hawks, c'est quelqu'un qui prend le professionnalisme très au sérieux, et l'un de ses films les plus connus, La Dame du Vendredi, sur un couple de journalistes et de rédacteurs en chef, fait aussi l'apologie, en quelque sorte, du professionnalisme poussé à bout, à tel point qu'il écrase même la relation amoureuse. Là, on est dans le cas où le professionnalisme est du côté de la fiancée de David, qui ne voit que la subvention qui doit être donnée pour le Muséum d'histoire naturelle et pour la recherche. Ce sont donc deux chercheurs, mais il me semble que l'arrivée d'abord du personnage de Suzanne, joué par Katharine Hepburn, j'allais dire presque, et de son double, qui serait ce léopard, vont transformer le sens de chercheur, du mot chercheur. C'est-à-dire que c'est un chercheur et il va devenir autre chose qu'un chercheur, il va devenir, sans le savoir, quelqu'un qui se met à courir parce qu'il est poursuivi. Hein, pourquoi
cours-tu, pourrait-on demander à David, mais parce que derrière moi, il y a quelqu'un qui me court après. Et en fait, il me semble que l'allégorie de la chasse devient de plus en plus prégnante et au point de remplacer celle de la paléontologie. C'est ça, je ne sais pas si c'est la paléontologie, si c'est ça qu'on dit pour, pour la science des zoos et d'animaux. Mais voilà, il y a cette espèce de substitution qui se fait au cours du film de quelque chose qui serait de l'ordre de la lettre morte, de quelque chose de docte, des os, enfin de quelque chose de passé qu'on va archiver quelque part, qu'on va reconstituer, hein, c'est le brontosaure, et qui se substitue à des animaux vivants, parce que le film, c'est quand même aussi ça, c'est-à-dire tout un bestiaire. Et au premier chef de ce bestiaire, bien entendu, le léopard. Peut-être donc quelques mots sur ce léopard. Donc vous avez vu qu'en fait, il est lui-même dédoublé dans le film, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une logique une logique esthétique, une logique d'écriture plutôt de ce film, qui est qu'à chaque fois qu'un élément du film pourrait devenir un peu mièvre ou un peu convenu, parce que c'est vrai qu'il y a des codes de comédie romantique, etc. Et ben en fait, Howard Hawks trouve une façon de le relancer en le dédoublant et en l'ensauvageant, je dirais. Et bien sûr, le léopard, la venue du léopard, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a une tension entre un léopard qui serait entièrement civilisé, qui serait entièrement un animal de compagnie un peu snob, d'une bonne société de la côte est du Connecticut. Hein, on est dans le Connecticut. Donc là, voilà, c'est autour de la Nouvelle-Angleterre, une bourgeoisie qui n'a pas peur de se commander un léopard, comme on se commande un vulgaire chien. Donc il y a ça, il y a cette idée que avec de l'argent notamment, toute cette bonne société pourrait apprivoiser des animaux a priori sauvages. Et puis il y a le fait que non, elle va toujours être doublée par la vraie sauvagerie qui va ressurgir d'une certaine façon. Et c'est un peu ça évidemment aussi ce qui se passe dans les rapports de couple, alors de ce couple qui n'est pas encore formé et dont on se demande comment il va bien pouvoir exister comme couple. Comme dans plusieurs films de Howard Hawks, et je pense à La Dame du Vendredi que j'ai revu récemment, en réalité, chez Howard Hawks, je ne suis pas sûre que le couple existe vraiment. C'est-à-dire que c'est une espèce d'horizon du film, le fait de vivre ensemble, le fait de pouvoir avoir une vie amoureuse, harmonieuse, mais c'est hors champ, c'est-à-dire c'est repoussé au-delà du récit du film. C'est pas l'objet du film n'est pas de nous prouver que ce couple va véritablement être refondé à neuf, durable, qui serait plus le projet de comédie qu'on a appelé, on en a beaucoup parlé à Enghien ces dernières années, de comédie du remariage, où on a vraiment des gens qui sont forcés à vivre ensemble d'une certaine façon comme s'ils étaient mariés ou bien réellement mariés et qui vont repenser leur mariage à fond, à neuf, refondé. Ici, il me semble que c'est autre chose chez Hawks, c'est beaucoup moins ça, c'est-à-dire que ne l'intéresse pas tellement de savoir si le couple va être quelque chose de philosophiquement et moralement tenable et harmonieux, mais plutôt vraiment une mécanique, vraiment une espèce de jeu de yo-yo, de ce qui fait avancer les gens. Et ici, principalement, c'est quand même la course-poursuite. Le schéma qui fait que les épisodes du film avancent. Et c'est vraiment un film comme ça, par épisode. On se souvient surtout du début avec la balle de golf. On a l'impression qu'une fois que la balle de golf est lancée, eh bien, c'est une espèce de course effrénée qui est menée par ce vecteur humain qu'est Katharine Hepburn, qui en revêt presque quelque chose d'abstrait, qui est une pure vitesse ou une pure direction, il me semble. Justement, je lisais un document sur le film qui parlait du genre en fait du film qui est la screwball comédie. Hein, et c'est intéressant que tu te parles de cette balle de golf en fait parce que
Je disais qu'en fait, le nom screwball pouvait venir d'un effet donné aux balles de baseball, hein, c'est ça à l'origine? Oui, Est-ce que tu qui pourrais sont nous coupées en fait. expliquer? Oui, Mm. oui, oui. Enfin, si je comprends bien, des balles qui sont envoyées d'une certaine façon pour tromper l'adversaire et qui sont, oui, enfin, je pense qu'on dit une balle coupée, nous. Je sais pas, mais ce que je trouvais intéressant, c'était aussi le rapport à la vitesse finalement et la déviation, quoi, finalement, parce que La déviation, ça donne un effet à la balle qui donne l'impression qu'elle va dans une direction et en fait elle exactement. bifurque. Et Tout à enfin, par fait. rapport à ce que tu dis, ça me paraissait intéressant. C'est exactement le récit du film, c'est-à-dire quelqu'un qui a une trajectoire straight as an arrow, comme ils disent en anglais, hein, aussi droit comme une flèche. Lui, David et sa fiancée, bah, ils vont se marier demain. Ils ont besoin d'1 million pour le muséum et ils ont besoin d'un os qu'ils attendent de recevoir. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas de film. J'allais dire, c'est le lendemain, c'est plié. Et il faut effectivement cette déviation, cette balle, ce hors-champ, cette femme, Suzanne, qui est, je dirais, j'allais dire l'autre par excellence, je sais pas, qui n'est effectivement que déviation. C'est-à-dire qu'elle, on se demande, on se demande pas d'où elle vient, parce qu'on voit que c'est le milieu, j'allais dire, c'est le milieu de Catherine Hepburn elle-même, hein, c'est-à-dire le milieu de la haute bourgeoisie intellectuelle de la côte Est, qui n'a pas de problème d'argent, mais qui est hors sol parce que bon, c'est l'étourdie, mais au carré, quoi. Voilà, une sorte de folie douce, mais perpétuelle. Et c'est bizarre de dire que déviation, parce qu'évidemment, il n'y a pas de déviation sans qu'il y ait d'abord une trajectoire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui est organisée de manière quasi abstraite entre quelqu'un qui irait tout droit et quelqu'un qui ne ferait que dévier. Évidemment, ça aussi, je dis abstrait, mais en fait, c'est bien sûr très incarné. Je vous ai dit que Howard Hawks avait commencé accessoiriste et bon, les objets, les voitures ont et j'allais dire presque le chien comme accessoire, enfin, ont un rôle très important dans le film. Alors, le chien, d'ailleurs, c'est le chien du film de Léo Macaré, qui était un ami aussi, un cinéaste et ami de Howard Hawks, Cette sacrée vérité, magnifique film qu'on passera, j'espère, un jour à Enghien, où Cary Grant vient de triompher en 1937, donc un an avant ce film, et c'est ce qui a décidé Hawks d'ailleurs à lui demander de jouer dans ce film-ci, parce qu'il est extraordinaire dans Cette sacrée vérité, avec Irene Dunne, magnifique actrice aussi. Et donc, avec ce chien, et je crois que c'est le même chien acteur. Bon, bref, pardon de cette digression, mais c'est vrai que, alors, il y a l'histoire de la balle de golf, et ensuite, elle l'emboutit. Vous vous souvenez, elle emboutit sa voiture plusieurs fois, hein, et si on regarde bien le film, elle y va. C'est pas une fois par accident, elle recommence, elle redémarre, et elle réemboutit plusieurs fois la voiture, et ça revient, elle vole ensuite la voiture du type parce que le léopard est dedans, près de la boucherie, enfin bon. Donc, il y a tous ces vecteurs de vitesse qui rendent le personnage de Catherine Hepburn, comment dire, encore plus rapide. C'est-à-dire que, alors là, il faut parler quand même du jeu de l'actrice elle-même. C'est très bizarre, le jeu de Hepburn. C'est pas du tout un jeu auquel on s'attend dans les années 30. C'est pas le jeu convenu, on pourrait dire, à la fois naturaliste et un peu stylisé, y compris de la comédie screwball des années 30. Alors bien sûr, elle a contribué à le forger, donc il faut que je m'en explique, mais c'est quelqu'un pour qui jouer au cinéma n'est pas une évidence, et elle dégage quelque chose, il me semble, de très théâtral. Quand elle parle, Catherine Hepburn, d'assez guindé, d'assez marqué du point de vue social, justement. On entend son accent très côte Est, voilà, assez chic. Et voilà, qu'en faire? Et en réalité, à la fin des années 30, puisqu'elle a commencé à travailler au début des années 30, et notamment avec George Cukor, qui est vraiment son metteur en scène de prédilection, un ami intime, quelqu'un qui a su vraiment inventer avec elle un style de jeu. Mais à la fin des années 30, voilà, la RKO ne sait pas quoi faire de cette théâtralité-là. Et il faut vraiment Hawks pour relancer quelque chose. Là encore, hein, c'est l'idée de la déviation, de la balle qui arrive, et c'est Hawks dans le jeu, dans la carrière de Catherine Hepburn, qui sera ensuite très très longue, qui va continuer avec George Cukor aussi, donc tout n'est pas, il n'y a pas de progrès en art. Mais ce que je veux dire, c'est que
le côté mécanique, burlesque du film de Hawks, du cinéma de Hawks et sa vitesse vont faire rebondir, sans jeu de mots, le jeu, le rapport à la performance de Katharine Hepburn. Donc on a a priori une actrice assez théâtrale, assez bourgeoise, etc., qui va endosser un rôle effectivement d'héritière, d'oisive un peu, mais qui va en faire quelque chose et qui va l'utiliser, c'est-à-dire qui va le dépouiller quasiment sociologiquement, c'est pas et psychologiquement. C'est pas quelqu'un qui a une psychologie, Suzanne, fouillée. On s'en fout de pourquoi elle est un peu folle, de quel rapport elle entretient avec l'argent, quel rapport elle entretient avec sa tante. En fait, c'est pas la question qui intéresse Hawks et on le voit puisque voilà, ce qui est important, c'est qu'elle conduit des voitures, qu'elle les conduit mal. Qu'elle embarque Cary Grant sur le rebord de la voiture plusieurs fois dans le film, et que c'est ce côté effréné du mouvement qui l'intéresse, et qui est le mouvement même du cinéma aussi pour lui, quoi. Donc c'est intéressant, ça n'est pas conventionnel. Hawks n'est jamais conventionnel, et elle non plus, d'une certaine façon, n'est pas conventionnelle, et ils se rencontrent sur la vélocité. Donc elle, c'est la vélocité d'abord verbale, hein. Elle a une espèce de capacité à jongler avec les mots, qui sont en partie d'ailleurs improvisés au tournage. Ça aussi, c'est pas du tout conventionnel, mais c'est vrai que les années 30, bien sûr, c'est déjà l'âge d'or hollywoodien, c'est un fonctionnement de studio, mais on est dans une petite major, et finalement, c'est assez souple, il y a assez de liberté, tout n'est pas scripté exactement. Donc elle a une capacité à vraiment jongler avec les mots, et aussi à jongler avec des éléments du dialogue qui ne sont pas des mots, et je pense au rire, je pense à la façon dont des fois elle fait comme ça, et qui a un rire complètement, pardon, je l'imite pas très bien, qui est un rire complètement factice, mais qui, en fait, se désigne en tant que masque, enfin, désigne sa facticité même. Et ça, c'est une caractéristique du jeu de Katharine Hepburn, c'est-à-dire qu'elle arrive à la fois à être le personnage, c'est effectivement, elle joue Suzanne, et en même temps à nous dire, regardez, je suis en train de jouer un rôle, et regardez-moi en train de jouer le rôle, je suis capable de sortir, de faire un pas de côté du personnage, me semble-t-il. Peut-être je projette, mais il me semble qu'il y a cette capacité de distance. Or, son personnage, il introduit ça aussi, à savoir de la distance par rapport au sérieux, à l'esprit de sérieux qui est incarné par le personnage de Cary Grant, auquel nous-mêmes, la mise en scène même du film, tout de suite, debunks en anglais, dégonfle la baudruche de ce sérieux, évidemment, en lui mettant des lunettes complètement cartoonesques. Et d'ailleurs, ces lunettes plaquées sur Cary Grant vont être reprises par Howard Hawks en 1952 dans Chérie, je me sens rajeunir, où il joue aussi un personnage de savant complètement perdu dans ses pensées et complètement coupé de sa sexualité, de sa capacité à l'enfance et à l'amour. Donc c'est un personnage qui est drôle en lui-même, j'allais dire, qui est comme un personnage de cartoon. Mais je trouve que le travail qui est fait sur Cary Grant est moins intéressant dans ce film que ce qu'a pu faire par la suite Cary Grant avec Hawks, puisqu'il tourne en tout 4 films avec lui, et qui est là peut-être simplement esquissé. Tandis que ce qu'il fait avec Katharine Hepburn me semble beaucoup plus à la fois subtil, rapide, très très précis, et bien sûr avec cette très très grande première séquence marquante du film, qui est la séquence de la robe déchirée. Séquence d'ailleurs qui, à mon avis, comme plusieurs moments du film, et sera cité dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que le film, je pense, c'est un jalon de la comédie et qui est devenu un classique sans doute assez vite. Et moi, je vois plusieurs moments qui sont cités dans Chantons sous la pluie de Stanley Donen, qui est un film de 1951, certes une comédie musicale, mais aussi un film sur l'histoire du cinéma. Et il me semble qu'il y a vraiment plusieurs moments précis, des gags, des fragments de dialogue qui sont cités
dans Chantons sous la pluie. Alors, pour le gag visuel, je pense au vêtement en queue de pie qui est déchiré de Cary Grant dans la scène de la robe déchirée. Ça commence, vous vous souvenez, par l'habit de l'homme qui est déchiré. Et puis, toujours pour Chantons sous la pluie, Cary Grant qui dit la dignité, moi c'est important pour moi la dignité. Or cette phrase dignity, always dignity, c'est la phrase clé, mantra de Don Lockwood, le personnage que joue Gene Kelly, et qui introduit tous ces souvenirs ironiques de jeunesse qui n'étaient pas du tout dignes dans Chantons sous la pluie. Donc voilà, évidemment, le film de 38 qu'on vient de voir, c'est un hommage au burlesque. Alors là, au burlesque muet des décennies qui ont précédé. Et en même temps, c'est autre chose. Parce que oui, il y a la vitesse, oui, il y a la gestuelle, mais on est dans le cinéma parlant. Et pourquoi s'en priver? C'est-à-dire qu'il y a toutes les potentialités du cinéma qui sont réunies. Peut-être en parler un tout petit peu de cette scène. Oui, non, mais je voulais juste revenir sur le fait qu'effectivement, tu disais que c'est aussi un film qui se réfère en fait à ce qui a été fait avant, donc le burlesque, enfin avec je sais pas, les références. Alors peut-être les lunettes, ça fait penser, les lunettes de Cary Grant, faut penser à Harold Lloyd ou des choses comme Oui, ça. Et il y a un autre aspect, peut-être, c'est le côté un peu cartoon en fait qui peut-être vient du côté caricatural. Enfin, et il y a aussi, c'est vrai, dans le générique de début, ces dessins qui sont faits comme oui. des dessins à la craie sur un. Alors, ça fait à la fois un peu des dessins d'enfants et en Mm. même temps aussi des dessins de cartoon des débuts du cinéma. Ça fait Oui. penser un petit peu à ça. Est-ce que tu peux Oui, peut-être nous mais en dire plus? je pense que ça va avec une certaine idée de la screwball qui s'invente à l'époque. On avait passé à Enghien ce très beau film qui est Un cœur pris au piège. Comment ça s'appelle The Lady Eve de Preston Sturges avec Barbara Stanwyck et Henry Fonda. Magnifique film aussi, on pourrait dire comédie romantique, mais beaucoup plus piquant, hein. C'est pour ça qu'on parle de screwball aussi, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus mordant que quand on dit comédie romantique. Et pareil, et dont le générique est en cartoon avec, je sais pas si tu te souviens, Jean-Paul, un serpent. C'est Ève, enfin, c'est l'histoire du serpent, mais complètement en cartoon. Il a un chapeau haute forme, etc. Et je pense qu'effectivement, utiliser cette imagerie, ces codes visuels du cartoon au générique, c'est effectivement faire programme d'une certaine façon et dire, enfin prévenir le spectateur que même si le film est en prise de vue réelle, que même si les acteurs ne sont pas identifiés, c'est pas Chaplin, Keaton ou Harold Lloyd qu'on voit à l'écran, mais qu'il y a cette dimension de grande stylisation, d'humour, de rapport à l'enfance et que ça fait partie du programme. Ça pose quand même quelque chose visuellement qui est important. D'où effectivement l'impression parfois que est-ce qu'on ne va pas perdre de la nuance, quoi, parce que justement ce serait caricatural. Il me semble que dans le jeu, à ce moment-là de Cary Grant, dans Monsieur Bébé, un petit peu, on perd un peu de nuance, alors que dans le jeu de Hepburn, non. Et que Cary Grant, d'ailleurs, nuancera énormément son jeu par la suite. Là, il a sans doute des instructions aussi, mais de le jouer de manière beaucoup plus cartoonesque. Bon, voilà, c'est peut-être ma perception, mais il me semble que la façon dont Hepburn s'en empare est presque plus intéressante. Mais ils vont dans le même sens. C'est-à-dire que ils ont un peu le même style de jeu, les deux, et c'est pour ça qu'ils sont un bon couple. Pas parce qu'ils ont une alchimie amoureuse, érotique, non. Vraiment, là encore, on est du côté plus de la mécanique auxienne et du professionnalisme, c'est-à-dire que c'est pas un film qui chante et qui danse, même si on chante beaucoup la chanson I Can't Give You Anything But Love, qui est la chanson qui fait se tenir sage le léopard, et qui est évidemment une chanson d'amour, qui permet de chanter une sérénade amoureuse dans un film où on est censé se détester, se fuir. Mais en réalité, le film, vous aurez remarqué, n'est pas du tout musical dans ce sens. Et de même, les personnages ne dansent pas. C'est-à-dire qu'ils pourraient danser dans cette première scène, dans l'espèce de café, restaurant, et en fait il se passe que leurs habits se craquent et qu'ils dansent une drôle de danse, et qui est le truc où ils sont collés, cette figure
c'est pas la bête à deux dos, mais enfin, ils sont collés l'un derrière l'autre. Voilà, ils vont passer par la porte tambour. Ça s'appelle comme ça, la porte qui tourne à la fin. Et voilà, c'est comme une espèce de sortie de scène où il salue, où Cary Grant salue. C'est absolument magistral, ce gag de l'arrière-train qu'il faut cacher, avec d'abord un chapeau, le chapeau qui lui-même, sur lequel, en plus, il s'est assis avant, il est tombé avant. Donc voilà, il y a un rapport entre les fesses, la tête, bon, qui communique sans communiquer. Bref, tout ça est effectivement très burlesque et en même temps dégage donc je disais, c'est pas du tout musical, mais en même temps, il reste comme une espèce de substrat de comédie musicale. C'est pour ça qu'ils sortent de scène comme ça, en saluant comme si c'était un numéro, mais le film n'a pas littéralement de numéro chanté et dansé. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que ce substrat qui reste? Eh ben, c'est ça qui est propre à Hawks, c'est cette espèce de sécheresse où il fait pas de film musical et en même temps, le jeu des acteurs est chorégraphié, c'est-à-dire qu'il y a une précision dans les gestes qui est très sèche. Il faut que les gestes tombent exactement là où il faut, de manière même instinctive. Et donc une chorégraphie et non pas une danse. Et de même, une musicalité extrême et des dialogues et voilà, musicalité au sens plus général de petits segments qui tombent pile au bon moment et qui est, j'allais dire, qui s'oppose à une mélodie, qui serait un film beaucoup plus voilà, beaucoup plus romantique, où quand on chante, eh ben, la musique apporte quelque chose de lié à l'amour, etc. Là, c'est autre chose, c'est plus une musicalité, donc plus abstraite et en même temps, je trouve très très efficace parce que énergisante en fait, parce qu'on ne s'intéresse qu'à l'énergie de cette course-poursuite. Alors quand je dis énergie, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de libido qui est dégagée par la poursuite. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait d'abord la poursuite et peut-être ensuite l'amour, et non pas du sentiment. C'est pas du tout, ça n'est jamais sentimental. Il faut d'abord que la femme court après l'homme, et peut-être que en courant dans leur course, ça va générer quelque chose qui ensuite sera une relation. Mais c'est quand même fou comme idée de l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Cary Grant? Il ne fait que tomber. En fait, si on essaye de résumer le récit, comment les épisodes s'enchaînent, en fait, c'est vraiment une série de chutes à partir de cette chute sur son chapeau, quoi. Et comment est-ce qu'on va faire couple? Eh ben, c'est quand on va tomber ensemble, quand il tombe dans le trou, dans la forêt, puisque le film, en fait, il est très 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 bien écrit, puisqu'il va vers le vert, il va vers une sorte de campagne, il trouve son décor dans cette maison à la campagne, sur lequel le philosophe Stanley Cavell a d'ailleurs beaucoup écrit, comme étant le monde vert shakespearien. Bon, tout ça, on n'est pas obligé de faire ces comparaisons-là, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait ce décor un peu à l'écart. C'est-à-dire que on n'est plus au musée, on n'est plus au travail, on est dans cette espèce de possibilité de forêt, quoi. Et c'est là où la présence animale du léopard fait que vraiment, c'est comme une incarnation de la pulsion, en fait, ce léopard. C'est une incarnation du désir qui est complètement enfoui chez ce savant qui ne pense qu'à son travail et qu'un os intéresse plus qu'une érection, en gros. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Et donc, quand on s'enfonce vers à la fois la forêt, mais aussi le moment nocturne, c'est là que véritablement quelque chose se passe. Alors, Charlotte, est-ce que je pourrais te relancer un petit peu sur sur Howard Hawks, en fait, en tant que réalisateur, qui est souvent présenté comme un réalisateur ultra classique. En fait, donc, on sait bien que disons que les films classiques hollywoodiens sont pas censés vraiment avoir de style, mais quelque part, on aurait beaucoup de mal, en fait, finalement, à définir ce que c'est que le style de Howard Hawks. Et pourtant, en fait, il est quand même, il me semble, une sorte de sommet finalement de ce qui peut se faire à Hollywood. Et il a été considéré comme un des plus grands auteurs finalement aussi dans les années 60. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce paradoxe qui est en tout cas difficile à saisir? Peut-être, puisqu'on vient de voir L'Impossible Monsieur Bébé, si on pense à Katharine Hepburn justement, et à Katharine Hepburn chez George Cukor et chez Hawks, pour
pour penser aussi la différence. Chez George Cukor, l'idée, ce serait qu'on aboutit quand même à une forme de portrait de femme, quelque chose se déplie et se nuance sur quelqu'un qui serait a priori sans sentiment, enfin qui serait très justement très guindée, très prise dans des codes. Alors, j'ai oublié de dire que Katharine Hepburn, en plus, est fille de féministes, d'intellectuelles féministes, grand bourgeoises de cet endroit, de la côte est de la Nouvelle-Angleterre. Et donc, comment, chez George Cukor, l'idée, c'est d'assouplir, enfin, de montrer une forme de douceur, enfin, de faire descendre la vestale de ce piédestal de manière exemplairement dans un très très grand film qui est Indiscrétion et qui est aussi avec Cary Grant d'ailleurs et James Stewart entre autres et donc Katharine Hepburn. Hawks, c'est autre chose. Il me semble qu'il est moins focalisé. Il aime énormément les acteurs et les actrices bien entendu, mais il est moins focalisé là-dessus que sur je disais l'énergie, c'est-à-dire comment quasiment mécaniquement, enfin c'est vraiment un ingénieur quoi, c'est-à-dire que comment se crée une espèce de combustible, comment le récit et la mise en scène s'articulent pour produire de l'énergie. C'est une forme de combustible. Et comment c'est fait? Ben justement par la mécanique du gag, par la vélocité des dialogues, par la vélocité des gestes, par leur précision, et par une bonne alchimie entre les acteurs qui vont dans la même direction. En l'occurrence, donc, Cary Grant et Katharine Hepburn ne sont pas, à mon avis, là des acteurs complémentaires. Il n'y a pas deux styles de jeu qui se compléteraient par contraste. C'est vraiment plutôt tous les deux vers une forme de mécanique, d'abstraction. Quand je dis abstraction, je veux aussi dire le cartoon, c'est-à-dire de stylisation et d'enlever de la psychologie, d'enlever tout ce qui peut être sentimental, tout en ayant une intrigue de base qui est censée être romantique et sentimentale. Alors, je ne dis pas que le classicisme, c'est forcément cette sécheresse. On peut tout à fait appeler classique et âge d'or hollywoodien des mélodrames. On en a vu, on en a montré aussi à Enghien, ou bien des films de remariage qui sont beaucoup plus axés sur les sentiments qu'il peut y avoir entre les deux. Mais c'est vrai que la caractéristique de Hawks, c'est plutôt cet intérêt pour le professionnalisme. L'autre caractéristique de Hawks, et on en a peu parlé alors que c'est évidemment très important dans le film, c'est la façon dont, de manière récurrente, et là je réponds à ta question sur qu'est-ce qui caractériserait vraiment Howard Hawks par rapport aux autres cinéastes, c'est le rapport au genre au sens sexe, homme-femme. Qu'est-ce qu'il montre un homme et une femme, mais en fait, dans presque tous les films de Hawks, il va démasculiniser, déviriliser, on pourrait dire l'homme. Alors, bien sûr, quand on dit déviriliser, on se repose sur des conceptions de la virilité qui sont un peu convenues, sinon on ne s'accorde pas sur ce qu'on veut dire. Donc, évidemment, je ne dis pas qu'il y a une définition de la virilité dans l'absolu. Il joue avec, disons, ces conventions-là, puisque ces personnages masculins sont toujours, alors soit carrément mutilés, boiteux, voilà, ils touchent à la masculinité. On pourrait dire ça, c'est-à-dire que j'ai décrit Hawks comme lui, quelqu'un de très viril, aimant les sports virils, etc., la camaraderie virile, et en même temps, ces personnages masculins sont toujours atteints dans leur virilité. Et là, j'allais dire, ça commence avec les lunettes. C'est faux, mais d'une certaine façon, on voit bien dans le couple de David et de sa fiancée que, j'allais dire, c'est lui la femme. C'est-à-dire que c'est elle qui est beaucoup plus professionnelle, qui dit, mais non, il faut ce million, il faut absolument, on va se marier, mais on ne fera pas de voyage de noces. Voilà. Donc, elle, au début, qui a, disons, un peu le rôle de l'homme, de se préoccuper du travail, du sérieux, etc. Et lui qui dit, ah bon, mais quand même pas des petites vacances, voilà. Et donc, c'est posé comme ça, donc comme une sorte de légère inversion des rôles dans le premier couple qui est Suzanne et sa fiancée. Et puis ensuite, ça va se complexifier dans le rapport entre les genres avec le personnage de Suzanne, puisque alors elle conduit des voitures, c'est elle qui a l'argent, c'est elle qui est du côté de l'argent. Et puis, bien sûr, il y a tout ce jeu quand elle subtilise les vêtements de David quand il est en train de se doucher. C'est l'une des scènes, c'est la première scène en fait où on voit Cary Grant dans l'histoire du cinéma qui se douche, mais Cary Grant sous la douche, ça va revenir. Et ça va revenir dans La mort aux trousses d'Hitchcock.
Ça va revenir dans Charade de Stanley Donen, qui est aussi un peu une parodie hitchcockienne, d'une certaine façon. Voilà, donc il y a un jeu avec Maître Cary Grant à nu et le maître sous la douche. Il y a cette idée que comment on transforme quelqu'un qui a priori a tous les atours voilà, de l'homme par excellence pas en objet, mais enfin en tout cas en objet du désir, en corps mis à nu. Et donc là, exemplairement, quand elle lui subtilise ses vêtements, il y a cette scène très célèbre où ensuite il a ce peignoir extrêmement féminin avec des froufrous, de la mousseline, de la fourrure, et où il dit cette fameuse phrase à la tante, voilà, je suis devenu soudain gay. Et c'est un peu la première occurrence au cinéma de ce mot, et qui est un mot qui est devenu ensuite, qui a la fortune qu'on lui connaît. Donc, il y a ce côté queer, un queer voulant dire à la fois bizarre et à la fois incertain du côté du genre, dont joue Cary Grant dont joue Cary Grant et dont joue Howard Hawks, et que Howard Hawks va pousser très loin, puisque au milieu des années 50, il va faire jouer Cary Grant dans I Was a Male War Bride. Je ne crois pas qu'on l'ait passé, celui-là, et qui est alors là complètement grotesque, si vous voulez, dans le travestissement, puisqu'il est effectivement le fiancé d'une femme qui est jouée par Anne Sheridan, et qui est une officière, un officier américain. Donc il veut l'épouser pendant la guerre en Europe. Et donc il est officiellement une épouse, puisque d'habitude c'est l'inverse, c'est des militaires hommes qui épousent des femmes. Et bon, voilà, il y a tout un jeu pourront-ils passer leur nuit de noces ensemble, et où il doit donc, pour des raisons administratives, se déguiser, vraiment parce que c'est un déguisement, il n'y a pas d'autre mot, en femme, et il met une perruque, et cette perruque elle est faite avec des crins de chevaux, et donc et donc là, c'est complètement délirant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce délire, il est déjà à l'œuvre dans ce classique. Le film des années 50 dont je parle là est moins classique dans sa facture. Mais en réalité, cette espèce de boule de feu, et j'emploie ce mot à dessein parce que c'est le titre d'un autre film de Hawks, cette boule de feu lancée comme ça, qui est la balle de golf de l'impossible Monsieur Bébé, mais qui est aussi son léopard. Hein. On lance quelque chose de complètement sauvage dans quelque chose d'a priori très civilisé, très ennuyeux, très sérieux, et on voit ce que ça fait. Et ben, c'est le principe du cinéma de Hawks, et il va au bout, c'est-à-dire il pourrait. Il revient du burlesque. Il va pas aussi loin qu'aller le burlesque dans son côté destructeur. Mais on sent que Hawks pourrait. Il sait ce que c'est que le burlesque pour le burlesque, et le fait que dans le burlesque on tombe et on se casse en mille morceaux, et après on se relève encore, et c'est pas du tout réaliste. Il a gardé quelque chose de ça, je pense. Oui, bah juste en profiter du coup à ce stade peut-être pour citer quelques autres films de Hawks. Tu as parlé de I Was a Male War Bride, qui est Aller coucher ailleurs, je crois en Oui. français. Bon, La Dame du Vendredi, qui est peut-être moins burlesque aussi. Ouais, Je quand pensais, même. voilà, moi je pensais à un autre film qui est plus tardif, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le sport favori de l'homme. Ah oui. Et en fait, ça me rappelle cette scène où en fait il a un bras dans le plâtre, et effectivement il y a toujours un truc. Tu disais, les hommes, ils ont toujours un truc, voilà, qui sont diminués Empêché. d'une certaine manière, voilà. Et il y avait une scène assez exemplaire où, voilà, il se fait plus ou moins torturer par l'héroïne, en fait. Et c'est un film que j'avais trouvé assez drôle. En tout cas, je trouve qu'il ressemble beaucoup par certains aspects. Oui, c'est très important pour lui d'empêcher cette virilité. C'est-à-dire que c'est une virilité à la fois parfois surjouée, enfin débordante. C'est des gens qui sont des sportifs ou des shérifs et en même temps, elle est toujours blessée, entamée. Et c'est, comment dire, c'est nécessaire à l'équilibre entre les genres que d'amoindrir un peu cette virilité. C'est comme si, parce que socialement elle domine, et que Hawks sait bien que socialement le genre qui domine, c'est le genre masculin, il faut aussi pour l'action avoir des héroïnes viriles. Alors on n'a pas dit, quand on dit viril pour les personnages féminins de Hawks, bon, il y a un truc très très simple avec Catherine Hepburn, c'est que elle,
D'abord, elle porte des pantalons, ce qui a l'air de rien, mais qui est quand même marquant dans ce film-ci, je trouve. À la fois, elle a la robe extraordinaire dorée qui craque là, mais elle porte aussi des pantalons. Et d'autre part, son corps, enfin, il y a une sécheresse, il n'y a pas beaucoup de chair, mais du coup, ça contribue à ce caractère potentiellement, je ne sais pas comment dire, il y a pas de mièvrerie de la féminité possible, il n'y a pas de sentimentalisme, y compris de ce côté-là. Elle a, elle a un, pardon. Elle a un petit côté presque androgyne quelque part, en fait. Ouais. Alors, elle est androgyne, elle est complètement androgyne dans Sylvia Scarlett, quelques années avant. Mais justement, dans Sylvia Scarlett, c'est trop facile. C'est-à-dire que c'est au centre du récit qu'elle se déguise. Bon, c'est comme dans certaines comédies shakespeariennes. Par exemple, La Nuit des Rois. Voilà, l'héroïne Viola se déguise en Césario et c'est le centre de l'intrigue. Là, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il n'y a plus ça. On n'a plus besoin de cela. Et Katharine Hepburn porte cette légère androgynie, enfin, porte ce rapport rééquilibré entre les genres par son action même, par le fait que déjà c'est elle qui poursuit, c'est elle qui toujours revient à la charge. Mais ce qui est beau aussi, c'est que j'ai dit qu'il y a toute cette prégnance de la chasse dans le film. Hein. Il y a eu des questions de chasse, de big game hunting, de chasser du gibier, du gros gibier, etc. Mais c'est pas seulement que c'est une femme qui chasse un homme, c'est pas seulement ça. C'est que quand quand elle l'attrape, alors on voit, il y a même l'épuisette, là, quand elle lui met le grappin dessus, quand ils tombent dans le trou tous les deux. C'est une image visuelle. C'est pas seulement qu'elle l'attrape, c'est qu'elle l'attrape, j'allais dire pas pour le tuer, pour lui dire quelque chose tout à coup de très doux. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail rythmique. Il faut être dans l'action, dans l'action, dans l'action tout le temps, dans la vitesse, dans la poursuite, dans la chute burlesque, répétée. Plus c'est gros, plus ça passe, parce qu'il y a cette ellipse aussi où le léopard mange tout un camion de poules, par exemple. C'est d'une violence terrible et on voit juste les plumes. Donc il y a cette espèce de grande violence, au fond, de cette vitesse, et en même temps, quand elle arrive à l'attraper et à l'avoir entre quatre yeux, elle lui dit bah, en fait, on est fait l'un pour l'autre, et moi je vous attends, je t'attends. Et elle lui dit un truc très très simple, mais très tendre. Et Katharine Hepburn arrive à jouer ça. Et en plus, avec l'aide des costumes, parce que si vous vous souvenez, elle a ces espèces de voilettes, et notamment vers la fin, cette voilette avec des petits plumetis, des petits euh, points comme ça, et qui tout à coup, voilà, on a l'impression d'une bluette, enfin, d'une jeune fille, alors qu'elle a quand même 30 ans, l'actrice a 30 ans, et que on voit bien que le personnage de Suzanne, elle en a aussi essayé d'autres, ça n'a pas dû marcher, mais elle a dû essayer d'en attraper comme des papillons. Et d'ailleurs, c'est intéressant cet accessoire du filet à papillon, enfin du filet à chien ou à léopard, avec lequel elle l'attrape, parce que la fiancée, à la fin, quitte Cary Grant en disant tu es un papillon. Tu es un papillon. C'est très beau comme insulte. Je pense qu'elle parle de son infidélité, mais au fond, c'est presque un compliment de dire ça à quelqu'un, d'arriver à cette légèreté alors qu'on était sur un dinosaure qui pèse 3 tonnes. C'est quand même le but. C'est-à-dire que tout ça va vers la chute finale, qui est l'effondrement du brontosaure, et en même temps, cette chute est précédée d'une ascension, et surtout, me semble-t-il, cette oscillation des deux, donc elle sur son échelle et lui suivant le mouvement de l'échelle qui oscille. Et pour moi, ça, c'est exactement l'incarnation de ce que c'est que le couple pour Hawks. C'est-à-dire pas du tout une psychologie, pas du tout quelque chose qui passe par les mots, mais s'ajuster au rythme, à une rythmique de l'autre, quitte à tomber avec. Voilà, pour moi, c'est ça la définition de l'amour, entre guillemets, parce que selon Hawks, c'est d'une sécheresse et d'une drôlerie en même temps, d'une sorte d'ironie, mais aussi d'une grande musicalité assez folle, quoi. Alors, merci Charlotte. Là, je voudrais passer la parole à Audrey, qui m'accompagne sur cette séance.
et qui voudrait te poser une question. Alors, C'est bon. Ah, je n'entends pas la question. C'est bon. Ah, voilà. Oui, donc je voulais revenir sur les acteurs et les personnages. Parce que, en fait, pour moi, c'est la première fois que je voyais Cary Grant dans un rôle comique. Parce que j'avais l'habitude de le voir c'est dans La Mort aux trousses ou Charade. Et du coup, ça m'a fait un peu bizarre, Mm. je dois l'avouer. Mm. Et puis aussi sur le personnage de Suzanne. Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle était étourdie. Mais elle est aussi un peu calculatrice, non? Parce que le fait, techniquement, elle est en chasse de cet homme. Et on voit bien le fait de récupérer ses vêtements après qu'il ait pris sa douche. Elle fait tout pour qu'il reste. Donc, on peut dire qu'elle est vraiment calculatrice ou pas? Alors, oui, alors, deux choses. Je vais peut-être répondre d'abord sur Suzanne. On pourrait même dire manipulatrice. Hein, tout ça est... bien sûr, c'est-à-dire que c'est elle qui mène la danse. C'est ça qui intéresse Hobbes. C'est pas la psychologie à savoir est-ce qu'elle serait pas quand même un peu, est-ce qu'elle exagère pas dans sa manipulation, est-ce qu'elle n'est pas un peu maléfique d'une certaine façon. En fait, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse au metteur en scène, c'est comment il y a une meneuse de jeu, effectivement, et c'est elle. Et donc c'est elle qui écrit où sera le prochain épisode d'une certaine façon. Et quand ils finissent tous en prison, si vous vous souvenez, dans cette longue séquence en prison, c'est elle qui tout à coup décide de jouer à la gangster molle, la fille gangster, et qui prend une façon de parler complètement argotique, entièrement hors de sa classe d'origine, et qui tout à coup fait une performance. C'est-à-dire, c'est vraiment tout à coup, Suzanne devient actrice et décide de, ah d'accord, ils veulent croire avoir pris une fille gangster, et ben je vais jouer ça, et grâce à ça, je vais gagner du temps, je vais leur dire que je vais faire des aveux, etc. Donc elle joue, elle manipule, mais c'est pas à mon avis qu'une histoire de manipuler quelqu'un parce qu'on veut qu'il devienne amoureux de vous. C'est beaucoup plus général. Ce qui intéresse Hope, c'est elle invente. Elle invente, elle donne la direction de où va aller le prochain épisode. Et elle joue et elle met en abîme le jeu. C'est-à-dire le jeu d'acteur, il y en a dans tous les films, évidemment, puisque c'est des films. Mais là, il y a une espèce de jeu d'actrice dans le jeu d'acteur. Et c'est aussi ça qui l'intéresse, cette capacité à, à jouer quelque chose à l'intérieur du jeu. Donc oui, qu'elle manipule, oui, mais puisque justement le personnage masculin a, a besoin d'être initié d'une certaine façon. Il est aveuglé par son professionnalisme de départ, son sérieux, son esprit de sérieux. Disons qu'il a les mauvaises lunettes, on pourrait dire ça au début. C'est-à-dire qu'il a des lunettes et qu'à cause de ces lunettes, il a une forme d'aveuglement amoureux sur les possibilités de mouvement de la vie. La vie, c'est pas que rester là où on est et rester avec sa fiancée parce qu'on se marie demain avec et que voilà, il faut rester là où on est. Donc, je dirais, c'est pas faux ce que vous dites quand vous dites qu'elle est manipulatrice, mais que il faut plus le voir comme une énergie, une force. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'abstraction. C'est ça qui est intéressant dans l'écriture du film. D'autre part, Cary Grant comique, vous avez tout à fait raison, on le connaît plus dans sa carrière postérieure. Cary Grant aujourd'hui. Aujourd'hui, on a davantage vu des films d'Hitchcock et même le film de Donnan, Charade. Alors là, pour des raisons d'accessibilité aussi du film, le fait que les films sont plus récents, que c'est les films de la fin des années 50 ou du début des années 60. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Hitchcock ou même Donnan, qui a aussi fait tourner Cary Grant dans un magnifique film qui est Indiscret, que vous avez passé en Enghien d'ailleurs, pas dans un ciné-club, mais qui est ressorti il y a quelques années, ils utilisent absolument toutes les couches de feuilleté de ce qui est devenu Cary Grant acteur à la fin des années 50. C'est-à-dire que ce qui vous étonne aujourd'hui quand vous voyez un film des années 30 comique avec Cary Grant, en fait, c'est l'un des aspects de son jeu qui se sont sédimentés au cours des années 40,
et 50 et qu'ont récupéré des gens comme Hitchcock. Hitchcock adore Cary Grant, c'est son acteur préféré, mais parce qu'il l'a vu aussi dans tous ces autres, dans les films qui précèdent, et notamment dans les 4 films qu'il a fait avec Hawks. Donc, j'allais dire, d'une certaine façon, on inverse les choses, puisqu'on est étonné de voir Cary Grant comique. Or, Cary Grant, comment il a commencé? Il a commencé sur scène, à 16 ans, acrobate, et à faire des trucs comiques, des numéros burlesques, des numéros comiques, où il tombait, Donc, il a vraiment un ADN comique, en fait, Cary Grant. Mais l'hollywoodisation de Cary Grant a fait que c'est devenu un peu une gravure de mode, y compris hors film, et que du coup, on l'a casté dans des choses plus romantiques. Mais même dans les films où il a un rôle plus romantique, il garde une forme de distance un peu britannique, ironique, une forme de sécheresse qui se rattache quand même à son travail comique. Mais je suis d'accord avec vous sur le côté cartoon, donc les lunettes, le côté vraiment très très maladroit des chutes, etc. C'est quelque chose qui va être raffiné. Alors, pas tellement chez Hawks. Hawks l'utilise de manière assez caricaturale et délibérément. Ça l'amuse, en fait, de mettre à mal cette virilité de cette façon avec lui. Tandis que d'autres cinéastes, notamment George Cukor, magnifique film Vacances, Holiday, avec Katharine Hepburn et Cary Grant, où c'est beaucoup plus subtil, où il joue quelqu'un qui vient pas de la haute société et qui tombe amoureux de cette très très riche jeune femme jouée par Katharine Hepburn et qui rentre dans sa maison de la 5e avenue, qui sait pas qu'il y a un ascenseur, enfin voilà, c'est un autre type de maladresse et un humour beaucoup plus subtil d'une certaine façon. Donc c'est vrai que ce qui choque aussi, c'est quand même ce côté pas seulement comique, mais délibérément caricatural, je pense. Merci Charlotte. Je pense peut-être qu'on approche un petit peu de la fin de cette analyse. Moi, je voulais juste revenir en fait sur un détail du film que j'aime beaucoup en fait et c'est peut-être le détail comique dont je me souviens le plus en fait à chaque fois avant de revoir ce film. C'est le Major Applegate que je trouve vraiment très très drôle. Et en fait, je repensais à tout ce que tu as dit sur le déraillement en fait. Et je pensais au déraillement de la voix, du coup, qui est un peu quand il y a ce repas en fait où il est donc avec j'ai oublié le nom de la dame en fait qui va donner l'argent, la tante, je sais plus. Et donc on est dans une ambiance, voilà, c'est très guindé, donc et lui très prétentieux, etc. Et il veut prendre la parole et sa voix déraille en fait d'un coup. Et ce qui est drôle en fait, c'est que ça le surprend aussi. Et je sais même pas, je tenais à le dire parce que moi c'est un truc. À chaque fois que j'y repense, ça me fait rire. Et quelque part, je trouve que ça concentre assez bien aussi quelque part un peu je sais pas comment dire, le fonctionnement du film en fait. Voilà. Oui, mais complètement, mais tu as raison, parce que on parlait de burlesque muet. Bon, quand c'était le burlesque muet, on pouvait pas entendre ça. On pouvait pas entendre ce déraillement sonore. Et on l'entend une première fois quand Cary Grant dit « Mais non, vous n'avez pas de léopard chez vous, n'importe quoi, vous m'avez fait marcher. » Il ouvre la porte et là, il voit vraiment le léopard. Il fait « Oh !» comme ça. Voilà, et donc, tout à coup, on change de registre, voilà, on va dans les aigus. Et c'est vrai que le personnage de l'amant de la tante, parce que c'est ça, le chasseur, le soi-disant chasseur aventurier qui a en fait physiquement, c'est ça aussi, c'est à contre-emploi, donc Charles Ruggles, qui est d'ailleurs l'acteur de je crois qu'il joue dans comment s'appelle ce film de Capra où c'est un type qui a gagné Charles Lawton au jeu de poker. Charles Lawton est un domestique anglais et un Américain le gagne au poker et voilà, le titre m'échappe à ce moment-là. Et donc, lui, il joue l'Américain qui est propriétaire de ce domestique anglais et qui va l'exporter aux États-Unis. C'est un magnifique film. Oui, donc cet acteur... Non, effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles du déraillement de sa voix au moment où il va parler. Ça, c'est typiquement aussi quelque chose de très simple dans la virilité qui tout à coup défaille. Il n'y a même pas à en faire un discours. Cette petite voix qui défaille, c'est le côté boiteux, mutilé, enfin atteint de la virilité dont on parlait. Et puis surtout, ensuite, ça ouvre surtout le jeu avec le cri du léopard. Et avec, là encore, le rapport homme-femme, quand il dit à la tante, mais
vous faites bien le cri du léopard en chaleur quasiment, mating, hein, pendant la saison des amours. Et elle dit, mais non, mais j'ai rien fait du tout. Et où on voit que voilà, tout ça est aussi une traduction de rapports sexués entre un homme et une femme, et là en l'occurrence âgés, donc qui est une espèce de double tabou dans ce Hollywood qui est déjà passé par le code Hays, et voilà, et tout à coup on fait entendre un cri complètement sauvage, parce que c'est ça, c'est comment on introduit de la sauvagerie dans cette société qui crève, enfin qui crève de ces millions et de ces conventions. Et ben déjà, on jette un léopard. On met un léopard dans un jardin anglais quasiment. C'est drôle parce qu'en fait, je trouve que, comme on en parle, en fait, le film a l'air extrêmement salace. En fait, pas du tout. C'est moi, c'est ce que je pense que la dernière fois, je vous ai parlé d'un Lubitsch. Donc, non, c'est pas que moi. Je pense qu'il y a vraiment à Hollywood, à ce moment-là, tout un travail sur comment on traduit des dynamiques sexuelles de manière à les faire passer dans des films qui passent tout à fait comme des films familiaux. Hein. Je répète, le film, on peut le voir en famille, c'est pas du tout, c'est pas du tout salace. Mais il y a eu le code Hays qui a fait que on est quand même obligé de déplacer certains. Mais c'est pas parce qu'on les déplace qu'ils ne sont pas perçus par les spectateurs. Et donc, moi, je ne trouve pas qu'on s'adresse aux spectateurs comme s'ils étaient des enfants. On s'adresse aussi à leur capacité de compréhension de cette dynamique, et donc y compris sexuelle. Ces comédies, elles sont éminemment sexuelles. Que ce soit Lubitsch, par excellence, ou que ce soit une sexualité beaucoup plus énergétique, disons mécanique et énergétique chez Hawks. Merci Charlotte. Alors évidemment c'est difficile de prévoir à quoi va ressembler demain, donc confiné, pas confiné, on ne sait pas, ciné-club virtuel ou non. Alors peut-être en tout cas pour remettre un peu de suspense, que la prochaine fois on vous présentera donc un film encore peut-être de Howard Hawks, puisque tu as parlé de Boule de feu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire deux petits mots peut-être pour voilà, nous présenter Boule de feu de Howard Hawks? C'est un film qu'on voit rarement. Bon, alors ça doit être des questions d'accès à la copie, et ce serait formidable qu'on puisse le voir, notamment parce que c'est un film avec Barbara Stanwyck, extraordinaire actrice. J'en parlais pour The Lady Eve, Un cœur pris au piège qu'on a passé il y a quelques années. C'est une très très grande actrice hollywoodienne, à la fois dans des tragédies, enfin des mélodrames, et à la fois dans d'immenses comédies, mais jusqu'à 40 Guns de Samuel Fuller, où elle joue une sorte de Calamity Jane. Voilà, donc c'est une très très grande actrice. Que vous dire face à elle, Gary Cooper. Donc vous imaginez que Gary Cooper a plus un rôle comme Henry Fonda chez Sturges, ou comme ici Cary Grant. Et donc le film est très drôle, et surtout il est une espèce de réécriture de Blanche-Neige et les Sept Nains, parmi un groupe de linguistes qui préparent un dictionnaire. Improbable, hein. Le pitch est absolument improbable, mais du coup il est très drôle, et il donne lieu aussi à beaucoup de jeux de mots, et notamment de jeux de mots à caractère sexuel. Je suis désolée, on y revient, mais c'est vraiment un film extrêmement drôle, et d'une énergie que son titre résume bien. Eh bien, merci Charlotte, donc on va s'arrêter là-dessus, et à très bientôt j'espère. Voilà. À bientôt dans les salles.